Voilà, comme vous le voyez sur l'écran, 15h30, 16h15. Donc pendant 45 minutes, on va parler de la ville de Saint-Étienne. Alors on a évoqué des villes européennes, Vilnius, Séville, Helsinki, etc. Non, pas Helsinki encore, si, non, je ne sais plus. Bref, des villes européennes. Et là, on va se faire du franco-français. Et parlons aussi de cette ville de Saint-Étienne, où justement on va parler d'un projet qui est un projet phare, on ne peut plus dynamique, qui s'appelle le Jardin Éden. Si ma mémoire est bonne, en même temps j'avais pris des notes, et on va découvrir ce projet de végétalisation à Saint-Étienne. Mais avant toute chose, je vais vous laisser vous présenter Louise Néret. C'est moi. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis Louise Néret et je suis chef de projet à l'EPA de Saint-Étienne, l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne. Voilà qu'on synthétise par les EPAS, mais EPA Saint-Étienne. Et Romain Père est avec nous également. Bonjour. Qui êtes-vous? Romain Père, pour le coup. Du coup, Romain Père, effectivement. Voilà. Je suis directeur de l'aménagement, du coup en charge du projet urbain pour l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne. Alors, on va, comme je viens de le dire, aborder une illustration concrète, justement, de l'engagement de l'EPAS, la régénération urbaine par le vivant. C'est comme ça qu'on peut définir ce projet. Est-ce qu'on peut justement avoir un petit peu la genèse de ce projet, puisque vous aurez des images également à nous proposer. Racontez-nous cette belle histoire. Alors peut-être pour commencer, vous expliquer qui est l'EPAS, parce que c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde et connu pour tout le monde. Donc l'EPAS, donc l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, c'est un établissement public d'État qui a été créé en 2007 sur un périmètre de compétences de 970 hectares, ce qui correspond peu ou prou au quart nord-est de la ville de Saint-Étienne. Nous agissons exclusivement en renouvellement urbain, du coup, pour refaire la ville sur la ville, par la reconquête des friches urbaines. L'établissement a été créé en 2007 avec deux axes importants. Le premier, d'œuvrer en faveur de l'attractivité résidentielle du centre-ville, et le second pour pérenniser l'activité économique du territoire. L'établissement est un partenariat entre l'État et les collectivités locales, donc la ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, le département de la Loire et la région Auvergne-Rhône-Alpes, et représente un investissement d'à peu près 650 millions d'euros sur la période 2007-2032, qui correspond aujourd'hui à la fin de notre projet partenarial d'aménagement. Et nous intervenons sur 4 grands secteurs de la ville. 3 secteurs péricentraux, donc sont les secteurs manufacture Plaine Achille, le secteur de Château-Creux et le secteur d'entrée de ville Pont-de-la-Montieu, et le macro-secteur centre-ville et ses quartiers anciens, dans lequel se trouve le projet Éden qui va vous être présenté par la suite. Alors, depuis son origine, c'est important de resituer un petit peu l'action de l'EPAS avant de vous présenter le projet. L'EPAS a toujours fait preuve d'une certaine agilité pour faire les choses différemment, en essayant de se placer dans une démarche d'innovation pour penser la ville de demain et imaginer des solutions qui soient durables, mais également réplicables dans le temps. Et du coup, en plus des missions classiques d'aménageur, l'EPAS a largement développé le recyclage du bâti, du matériau urbain, au point même de créer, en parallèle de la direction de l'aménagement qui pilote, elle, le projet urbain, une direction spécifique qui pilote, elle, la maîtrise d'ouvrage de restauration immobilière. Et du coup, c'est avec ces actions coordonnées qui peuvent être conduites par l'établissement, tant sur le sol en aménagement que sur le bâti en restauration immobilière, que nous contribuons à la réussite de notre intervention. Alors bien évidemment, la question de la nature est assez prépondérante dans notre intervention. Et dès 2010, nous avons eu un acte assez fort. Un des premiers actes forts qu'on a eu a été de supprimer un parking de 600 places. Donc c'est l'image que vous voyez à gauche, en plein milieu d'un groupe d'équipements, pour en faire un jardin. Donc il y a eu vraiment une désimperméabilisation assez massive.
Et c'est d'ailleurs un principe que nous répliquons, puisque sur l'intervention que nous menons sur les espaces publics depuis 2007, nous avons désimperméabilisé à peu près 30% des espaces que nous aménageons en espace public, soit à peu près 15 hectares, l'équivalent d'une vingtaine de terrains de football, donc ce qui est assez représentatif. Nous avons aussi une autre expérimentation qui a été la création d'une pépinière, une pépinière temporaire sur une période de 2 à 3 ans, qui a permis de préfigurer un futur jardin, donc ça c'est l'image que vous avez au milieu, mais également de permettre à des sujets qui ont été plantés un peu plus petits de s'acclimater et s'adapter au terrain, et à la fin d'être replantés sur le site pour une meilleure reprise et puis une croissance également plus importante. Et puis enfin nous travaillons, et là le Jardin Eden en est l'exemple, sur un maillage des espaces verts en ville, tant sur les aspects de la biodiversité, sur la création et le renforcement de corridors écologiques, que sur l'accès à la nature pour les habitants et pour les usagers de la ville. Nous avons également d'autres axes de travail, notamment sur la régénération des sols, la recréation de sols fertiles ou la gestion intégrée des eaux pluviales dans nos aménagements. Alors là, on voit effectivement trois actions, trois axes. J'aimerais simplement revenir justement sur l'image du milieu, pépinière, cité, jardin. Est-ce que vous laissez la nature libre de droit, ou est-ce que l'humain intervient toujours dans l'entretien, ou... Parce que tout à l'heure, justement, par rapport à la ville de Milan, sur un site industriel, on a évoqué le fait qu'une forêt se soit finalement réinstallée de façon assez naturelle, et on laisse l'ensemble de la nature faire son œuvre. Est-ce que c'est le cas ici, ou Alors, par rapport à la biodiversité également, pas simplement par rapport à la flore, hein, j'entends. Oui, complètement. Alors, en partie, mais pas totalement, parce que c'est une pépinière où les arbres doivent être à la suite transplantés pour être plantés aux bons endroits. Donc il y a quand même un travail qui est fait par l'entreprise d'Espaces Verts, qui est missionnée pour la pépinière, pour venir remonter les modes, pour venir retravailler et faire en sorte que l'arbre qui sera par la suite replanté soit plus facilement replantable. Oui, mais je parle du pourtour, parce que là, quand on regarde, effectivement, on voit les arbres et on voit l'environnement dans lequel ils sont, libres. En fait. Oui, complètement. Voilà, c'est dans ce sens-là où je disais, puisque effectivement la biodiversité a besoin d'avoir de la matière, si je puis dire. Donc 3 projets effectivement qui sont présentés ici, dont le Jardin Eden, qui va être un peu le cœur de notre sujet, puisque voilà, il y a eu beaucoup d'étapes. Le projet est né en 2003, donc ça fait quand même plus de 20 ans. Et en 20 ans, il s'en est passé des choses. Tout à fait. L'aventure du Jardin Eden commence d'ores et déjà en 2003, suite à la fermeture d'un ancien cinéma en centre-ville de Saint-Étienne. Donc effectivement, ça paraît très long, 20 ans, voire même aujourd'hui 22 ans, mais il s'en est passé de nombreuses étapes au préalable. Donc le jardin se trouve déjà en cœur de ville, à l'hypercentre de Saint-Étienne, à 2 pas de la place de l'Hôtel de Ville. Et avant d'être un jardin, comme vous pouvez le voir sur cette image, il s'agit vraiment d'un cœur d'îlot densément peuplé, constitué donc du cinéma, mais également de 5 immeubles en front bâti. Donc on est vraiment sur un noyau bâti plutôt peuplé d'activités culturelles, mais également d'habitants, puisque les immeubles sont habités, et on est sur de l'habitat plutôt vétuste. Donc le devenir de l'îlot, ce n'est pas une évidence. À la base, plusieurs réflexions entre 2003 et quelque part autour de 2014, plusieurs réflexions sont en cours. Que faire de cet îlot ? Est-ce qu'un acteur économique privé peut prendre la suite et reprendre l'activité culturelle de l'ancien cinéma ? Ou est-ce qu'un autre opérateur économique privé prend le relais ? Ce n'est vraiment qu'après les élections municipales de 2014 que l'orientation d'une opération publique se confirme, avec néanmoins encore plusieurs hypothèses. Donc des hypothèses d'opération d'aménagement mixte, c'est-à-dire avec une opportunité de démolir l'ancien cinéma, puis de reconstituer un bâtiment pour accueillir du logement ou un nouvel équipement,
Bref, de nombreuses réflexions sont discutées. Et puis, en parallèle, donc des études pour mener les premières acquisitions sont engagées avec notre établissement public foncier, EPORA, pour acquérir les biens, puisqu'ils appartenaient donc à des particuliers. Donc ça commence dès 2014-2015 pour acquérir 100 outils urbanistiques, donc sans déclaration d'utilité publique. Donc toutes les acquisitions sont réalisées à l'amiable, donc ce qui aussi participe à venir prendre du temps dans l'opération d'aménagement. Voilà. On arrive donc finalement dans ces années assez vite à 2019. 2019, crise sanitaire que nous connaissons. Et finalement, ça n'a pas été la seule raison, mais ça a permis de mettre tout le monde d'accord sur l'opportunité de confirmer sur l'aménagement d'un jardin en lieu et place de cet îlot bâti. Donc on a pris, alors nous aménageurs, on a apporté les éléments à la connaissance de nos élus, et les élus de la ville de Saint-Étienne a pris acte et a décidé de confirmer la vocation de jardin pour ce site. Et c'est le fait d'avoir connu cette crise en 2020 qui fait qu'il y a eu cette décision de prise. Finalement, est-ce que ça a été le déclencheur en prenant conscience qu'il y a des choses peut-être essentielles, ou est-ce que c'est parce qu'il n'y avait finalement aucun acteur privé qui s'est porté... Enfin, voilà, alors j'imagine que c'est peut-être un mix des deux, quoi. Oui, oui, oui. Les deux. Peut-être que s'il y avait eu un opérateur privé ou un emballement pour le marché immobilier stéphanois, on aurait considéré les choses différemment. Mais en tout cas, le fait de confirmer une vocation de jardin dans le centre-ville de Saint-Étienne pour venir compléter la trame d'espace public du centre-ville est apparu comme la meilleure des solutions, dans le sens où il était important de pouvoir apporter aux Stéphanois un espace public à côté de chez eux et un espace de type jardin, puisque le centre-ville est ponctué de places plutôt importantes, fort agréables, mais plutôt des places minérales et pour accueillir des événements, des grands événements. On a peu de petits jardins très végétalisés. Mais après, c'est étonnant, effectivement, de faire le lien entre la décision et finalement la correspondance avec cette date de 2020 où, voilà. Ça a été peut-être le petit élément qui a permis de confirmer le choix. Très bien. Donc, ce choix étant pris, on lance donc l'opération portée par l'EPA de Saint-Étienne et on apporte l'opportunité de cette opération à la concertation auprès des Stéphanois. Donc on organise 3 ateliers autour donc du devenir des aménagements de cet espace pour venir discuter des futurs choix de mobilier, de qualification du jardin. Pour évidemment mettre en place l'opération, au préalable, grosse opération de démolition du dit îlot, qui était, comme vous pouvez le constater, un vaste projet de démolition en cœur de ville, avec en plus un marquage fort dans la vie et dans la tête des Stéphanois, puisque c'était la fin définitive du cinéma, donc qui avait toujours dans la mémoire collective une importance assez forte. Donc voilà, ça a permis vraiment d'ancrer la mutation du site dans une certaine réalité. Donc c'est EPORA qui a mené les travaux de démolition, mais on a eu tout un rôle de donner du sens et commencer à sortir. Donc les ateliers de concertation ont permis aussi de faire prendre conscience du renouveau autour du devenir du site et d'accepter que ce site allait se transformer et devenir aussi un lieu pour lequel les Stéphanois allaient pouvoir en profiter. Comme quoi, et ça on le voit depuis l'ouverture de cette journée spéciale Ville Verte, la communication est la clé aussi. À partir du moment où on explique et on donne les informations aux personnes concernées, forcément on comprend un peu mieux les choses et on les accepte beaucoup mieux, évidemment. Tout à fait. Donc pour mener ce projet, on n'a pas travaillé tout seul, évidemment. On a été accompagné par une équipe de maîtrise d'œuvre urbaine
assez pluriel et hétérogène, donc composé d'une agence d'architecture qui s'appelle Passager des Villes. Et Passager des Villes a accepté, puisqu'on avait un enjeu de création d'un jardin, de compléter leurs compétences par un cabinet d'écologues. Et qui nous a, on parlait ce matin, j'ai entendu en atelier de compétences des paysagistes, des architectes. Et il y a aussi la compétence donc, des écologues qui, en tout cas dans ce projet d'aménagement de jardin, nous a permis de pousser le curseur, puisqu'on avait donc à travers l'aménagement de ce jardin des objectifs de création d'îlots de fraîcheur. On avait donc dans l'été qui a suivi la crise sanitaire un été assez chaud. Et en centre-ville de Saint-Étienne, on n'a peut-être pas atteint les 43 degrés lyonnais l'année dernière, mais on a eu quand même assez chaud. Donc l'enjeu et la prise de conscience des îlots de chaleur et le fait de créer des îlots de fraîcheur deviennent un vrai parti pris d'aménagement. Donc Passager des Villes nous a accompagnés dans cette réalisation et accompagnés du bureau d'études écologue. J'ai un trou de mémoire. Écosphère, merci. Voilà. Ensuite, autre élément très fort et aussi le bureau d'études TELIP, qui est un bureau d'études VRD, autant que je cite tout le monde quand même. Donc, autre élément assez fort, donc cet enjeu de créer un réel îlot de fraîcheur, et également, comme la diapo précédente vous le laissez avoir, on a donc démoli un morceau de ville. Et donc, quand on démolit un morceau de ville en tissu urbain très dense et ancien, on a des petites surprises, et notamment la qualité structurelle des avoisinants. Donc, en fait, un des premiers éléments qui a été aussi transmis comme élément fort à la maîtrise d'œuvre, c'est qu'on a dû maintenir une dizaine de contreforts tout le tour de la parcelle. Donc, il faut imaginer que la parcelle est ponctué de murs de refend, et une dizaine. Et également, on a un bâti qui est ancien, dégradé, donc pas de toute beauté. Donc des murs pignons très hauts, à peu près une vingtaine de mètres de murs pignons qui n'ont jamais été révélés comme un fond de scène. Donc il faut, un des éléments, premier élément de la feuille de route du concepteur, c'est il va falloir faire avec ces contreforts et ces murs pignons. Et on le verra d'ailleurs par les images qui seront illustrées plus tard. Tout à fait. Et donc après, une fois que ce cahier des charges crée un îlot de fraîcheur, un jardin qui vienne compléter la trame d'espace public des espaces publics du centre-ville et apporter la qualité d'un cœur vert, le concepteur a travaillé. Et par ailleurs, un des éléments, c'était également pouvoir trabouler par cet îlot, puisqu'on est donc en bas de la photo, vous avez l'entrée principale et à l'est, 2 entrées secondaires. Donc l'intérêt, c'était de pouvoir créer à travers le réaménagement de cet îlot un trajet, un itinéraire bis un peu singulier et plus bucolique, on va dire. Donc après, on a finalement un résultat qui est un aménagement en strates, puisque la parcelle est quand même une parcelle donc entourée par ces grands murs et ponctuée par ces contreforts. Je le décris tel que c'est, ça ne donne pas du rêve pour l'instant, mais vous verrez, le résultat est très beau. On a une parcelle qui est en longueur et qui ne devait pas faire coupe-gorge, puisque ce n'était quand même pas l'objectif. Donc il fallait vraiment créer une ambiance depuis la rue publique, d'où ce travail en strates. Donc la première strate est la strate de l'accueil, du parvis, de faire le lien entre la rue publique et ce cœur végétalisé. Donc première étape. Donc il faut imaginer que cet aménagement se situe entre le plus public au niveau du 1 et le plus confidentiel et sauvage et le plus naturel au niveau du 6. Donc l'étape numéro 2, c'est vraiment l'espace le plus public. Comme je vous le disais, historiquement l'îlot était occupé par un cinéma, donc l'idée était aussi de faire de ce lieu, et ça
c'était un élément du cahier des charges, un lieu culturel et accueillant pour les Stéphanois pour des événements. Donc on a imaginé, surtout le concepteur a imaginé pouvoir habiller un des murs pignons, une partie d'un des murs pignons par un écran de cinéma pour justement pouvoir organiser des séances de cinéma en plénière. Donc on a une strate 2 plutôt publique et capable d'accueillir des événements. Il faut imaginer que souvent on fait cette présentation en marchant. Donc voilà, je suis moins... J'espère que vous me suivez. Mais on marchera avec les images, hein. On sera accompagné par les images tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Ensuite, on arrive sur la troisième partie, qui est une partie qui permet de faire le lien entre l'entrée est et le cœur du parc, le cœur du jardin, pardon, avec un cheminement très arboré et qui, lui, fait le lien entre donc, la rue sur la partie est et une pièce d'eau, une fontaine, qui apporte justement qui vient confirmer la présence de l'eau dans le jardin et qui apporte fraîcheur et une certaine ambiance l'été qui est fort agréable. Enfin, on arrive là, on commence à vraiment s'enfoncer dans la parcelle et là, on est sur vraiment la partie la plus végétalisée et le cœur vraiment le plus apaisé du jardin. Il faut imaginer quand même qu'on est en hypercentre, donc on est sur une petite fourmilière qui est active et là on est quand même dans un jardin qui est très calme, très reposant et aujourd'hui, maintenant qu'il est ouvert, on a vraiment des gens qui viennent se reposer dans ce jardin. Donc on a vraiment cette partie-là assez végétalisée et assez agréable. Et sur les 5 et 6, là, on rentre sur la partie la plus naturelle. La partie 5 reste confiée pour un jardin partagé, donc qui est géré par une association, l'association des jardins ouvriers de la ville de Saint-Étienne. Et on a un jardinier qui jardine. C'est 170 mètres carrés de jardin potager en plein jardin. Donc il en a la responsabilité et il se bat de temps en temps avec quelques incivilités, mais on peut dire que c'est quand même une réussite. Il s'en sort très bien. Et enfin, la dernière partie reste un sanctuaire qui n'est pas accessible au public et qui permet de venir observer la nature, reprendre ses droits dans ce cœur vert. Et là, on l'a appelé donc le sanctuaire de biodiversité. Que vous laissez vivre ? On laisse vivre. Les services techniques n'ont pas à intervenir normalement. Et on a pas mal de médiation à faire pour justement faire prendre conscience et accepter les gens de voir la nature se développer. Donc ça ressemble aujourd'hui à un petit bosquet assez naturel. Ok. Je vous propose de... Voilà, non, j'aurais pas dû faire ça. Ça va arriver. De voir le petit film qu'on... Le time-lapse, voilà, c'est ça. a... Effectivement, vous allez voir finalement un petit peu en version accélérée, comme c'est le propre du time-lapse, justement. Et du début, voilà. Voilà. Et ça vous raconte l'histoire, peut-être justement que vous pouvez commenter en même temps, justement, comme on dit, en voix off. Donc les travaux ont débuté en 2023 et ont été livrés, c'est à peu près 11 mois de travaux. On devrait voir de l'étape de la démolition à la livraison. On voit bien ces contreforts dont je vous parlais et les fameux murs pignons qui ont subi un petit traitement de rejointement et d'enduit, mais voilà, qui sont quand même clairement présents. Et puis les façades arrière des immeubles, d'où le fait que Romain parle d'opérations coordonnées. C'est qu'on voit bien qu'on est à la fois sur le sol, mais également sur un travail sur le vertical, avec tout le travail de réhabilitation que l'on mène également sur les immeubles avoisinants. Et puis petit à petit, la démolition se termine et les travaux d'aménagement se mettent en œuvre. Donc là, on voit le sanctuaire. On est dans le sanctuaire. Les différents cheminements, puisque l'idée, comme je vous le disais, était de pouvoir trabouler par le jardin et de conserver un cœur plus au calme.
la fameuse fontaine. Les œuvres d'art, que je vais décliner après rapidement. Je ne sais pas combien de temps. Très bien. Et du coup, sur cette vidéo, la plupart du temps, on était côté entrée sud, c'est ça, C'est ça. Donc c'était la vision exactement comme sur le plan, avec les différentes strates. D'accord, très bien. Il faut aussi avoir en tête que pour ce jardin, on avait pour ambition, et c'est plutôt confirmé, de créer un réel écosystème favorable au développement de la biodiversité. Donc au début, c'était des mots sur un cahier des charges, et puis on s'est fait accompagner par la LPO et France Nature Environnement. Donc c'est devenu réellement assez concret sur ce point-là. Et je vous parlais de la présence de l'eau dans le jardin. Donc il faut savoir que le centre-ville de Saint-Étienne est traversé par une rivière souterraine qui s'appelle le Furan, qui est finalement un réseau d'assainissement, mais donc qui est toujours dans la mémoire des habitants. Et donc l'idée était de comment aussi faire émerger la trace de l'eau, d'où cette fontaine qui prend forme sous 2 niveaux, un rideau et un miroir d'eau, et qui prend place, là on le voit, entre ces 2 contreforts. Donc ça permet, c'est une illustration qui permet de voir comment on a pu aménager autour de ces contreforts qui étaient à la base une contrainte. Et puis, pour habiller cette verticalité sur les murs, chaque pan de mur a été habillé par cette grande treille sur laquelle viennent pousser des grimpantes, tout simplement. Et aujourd'hui, ça fonctionne assez bien. Et enfin, sur l'image en bas, on a des récupérateurs d'eau de pluie. Donc, on a demandé des autorisations à chaque copropriété pour venir se connecter sur leur descente d'eau pluviale, pour venir récupérer l'eau des toitures à travers ces collecteurs d'eau de pluie. Et ces collecteurs permettent d'assurer, lorsqu'ils sont pleins, mais ils le sont plutôt, ça fonctionne plutôt bien, tout le système d'arrosage du jardin partagé, et quand il y a un peu de mou, également pour l'ensemble des espaces verts. Ce qui donne une certaine autonomie, en fait. Exactement. Donc là, gros travail, on parlait d'un écosystème en faveur de la biodiversité, mais on a aussi un écosystème qui s'est créé entre concepteurs, aménageurs et services gestionnaires, puisque c'est après les agents de la ville de Saint-Étienne qui assurent la gestion de ce jardin, avec du coup toutes ces pratiques. Donc à la fois laisser la végétation prendre ses droits dans l'espace de biodiversité, à la fois gérer ces grimpantes sur ces trails et également sur les gabions qu'on a voulu le plus... alors on ne peut pas être puriste, ce n'est pas vraiment des murs en pierre sèche, mais en tout cas, on a voulu s'en rapprocher pour que la faune puisse se nicher dedans. Donc voilà, on a la présence de l'eau qui est marquée dans le jardin. Et enfin, donc comme je vous le disais, on s'est fait accompagner par la LPO et France Nature Environnement pour que le jardin puisse être un refuge pour les oiseaux et les chiroptères qui viennent se nicher. On a 2 espèces assez importantes, des colonies de martinets ventre blanc à Saint-Étienne, donc qui trouvent leur espace de nidation au sein du jardin. Il faut savoir donc sur les 2000 m² de jardin, c'est à peu près 1200 m² qui ont été désimperméabilisés, et c'est plus d'une trentaine d'arbres, 35 je crois, arbres qui ont été plantés avec une diversité d'espèces, et on a essayé de travailler aussi sur les différentes strates de plantation pour que voilà, toutes les étapes et tout ce système, cet écosystème soit respecté. Et puis, comme c'était un lieu assez fort dans la vie des Stéphanois, il y avait une volonté d'en faire un lieu attractif et dans lequel chacun et chacune puisse se retrouver.
Donc un travail autour du jardin partagé et également ce mur, une partie des murs pignons ont été habillés par une armoire dans laquelle donc, une boîte à livres qui fonctionne très 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 bien et des panneaux d'affichage pour les actions culturelles locales. Donc aujourd'hui, il y a des actions portées par le collège de quartier et chacun peut faire une demande auprès de la ville pour pouvoir y mettre sa communication. Et on a 2 œuvres d'art qui ont pris place dans le jardin. Donc l'œuvre d'art de Thomas Goux qui se trouve alors je ne sais pas vous ce que vous voyez à gauche, c'est bon, qui s'appelle Verger, et Resilienza, la hache plantée dans le tronc. Les artistes sont pas là, donc ils apprécieraient pas que j'en parle comme ça, mais profitons, ils sont pas là, ils n'entendent pas. Voilà. Mais qui sont deux œuvres qui prennent complètement place dans le jardin et voilà, et qui laissent, qui prennent vie et qui ont, voilà, dont on s'occupe pas vraiment. Et au fond, on voit le jardin, l'espace de biodiversité derrière le jardin partagé. Voilà. Et autre élément très important qui a été finalement un travail assez minutieux porté par, donc, en premier lieu, la maîtrise d'œuvre, mais également les entreprises qui ont travaillé sur ce jardin. On a récupéré certains éléments de l'ancien cinéma, et notamment les pierres de construction de l'ancien cinéma qui ont servi de support, comme vous le voyez sur l'image de droite, pour fixer tout le mobilier urbain. Donc chaque mobilier est fixé sur ces pierres, donc ce qui apporte beaucoup de cachet, mais aucune assise n'est à la même hauteur. Mais elle reste accessible à tous les publics, donc ça fonctionne très bien. Ça a été un peu compliqué à mettre en œuvre, mais les entreprises ont joué le jeu et on les remercie. On a également pu conserver les anciens porte-affiches du cinéma dans lesquels on a pu raconter voilà, le récit que je viens de vous transmettre. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on peut vous applaudir pour cette belle réalisation. Alors, j'imagine que vous avez certainement des questions. Oui, levez la main si vous avez des questions, ou alors tout est tellement clair. Moi, j'ai forcément quelques questions. Quelle est la réaction des voisins, enfin de l'environnement, enfin des habitants? Est-ce qu'ils se sont appropriés l'espace? Est-ce que c'est juste un espace de passage justement bucolique, un petit peu comme vous le disiez, ou est-ce que ça peut être un lieu de rendez-vous aussi pour les gens et pour trouver, alors en période un peu chaude, justement un petit peu de fraîcheur? Et donc là, c'est son 2e été. Ouais. Jardin, et ça va 2e saison, on va dire. On peut dire que oui, c'est un succès. Bon, le fait que ce soit un jardin attire forcément les habitants, et ils y trouvent vraiment un espace qui apporte un complément à ce qu'on pouvait trouver en centre-ville. Donc, il répond complètement à nos attentes. C'est un jardin qui accueille beaucoup de monde pour la pause méridienne. Ouais. Voilà, alors qu'il n'y a pas de table. Et du coup, oui, mais comme il y a des chaises à niveau différent, donc on peut être assis sur une petite chaise avec une fauteuil plus haut, comme ça, c'est à hauteur. Est-ce que c'est devenu justement, on va dire, un petit peu un îlot de fraîcheur aussi, ou... Alors, pareil, on ne l'a pas mesuré, mais de fait, oui, puisqu'on était sur un îlot bâti. Ouais. Et aujourd'hui, on est sur un îlot à 75% désimperméabilisé avec des arbres dont en fait, 18 arbres de haute tige. Donc oui, ça apporte donc vraiment ça prendra encore plus d'importance une fois que les arbres aussi seront largement développés. Parce qu'on a évoqué aussi le fait que, par exemple, à Séville ou d'autres cités, il était quand même assez inconcevable de continuer à tailler les arbres, puisque... voilà, alors j'imagine que là, on laisse libre aussi un peu les arbres faire ce qu'ils veulent. Est-ce que parce que vous avez évoqué effectivement aussi que dans Saint-Étienne, il y a un certain nombre de places qui sont majoritairement minérales. Est-ce que cette réalisation va amener justement d'autres actions peut-être sur,
je ne sais pas, d'autres espaces exploitables ou à exploiter Alors, prochainement? Oui, aujourd'hui. En Oui, tout cas, merci beaucoup. Autre voilà. question. Voilà, on va. Pardon. Non, mais on l'appelle vraiment de nos voeux, que ce soit vraiment une première pierre ou un premier arbre avant, voilà, qui porte une forêt derrière. On a plusieurs autres interventions qui sont prévues et qui sont bien évidemment des interventions en faveur de l'environnement, en faveur du fameux maillage de corridors que j'évoquais tout à l'heure, une action sur un autre quartier de Saint-Étienne, aux portes de l'hypercentre, vraiment dans le centre-ville, où on vient relier à terme deux places, deux espaces assez végétalisés pour essayer de créer une relation entre les deux, que ce soit d'un point de vue mode doux ou que ce soit au niveau de la biodiversité. Donc c'est une réflexion en fait qu'on essaye d'avoir dans chacune de nos interventions. Et après, on n'est pas tout seul à intervenir. Bien évidemment, il y a la collectivité qui est d'autant plus légitime à intervenir que nous. Donc c'est un travail collectif qu'on mène sur la ville, et c'est ensemble qu'on arrivera à avoir une cohérence et une vraie force de frappe. Et en fait, ressort une fois de plus le mot, et depuis le début de la journée, effectivement, ensemble. Alors, je vais te donner une expression on ne peut plus classique, mais ensemble, forcément, on est plus fort et on va plus loin plutôt que, voilà, que tout seul. Bravo, bravo. Moi, je trouve qu'effectivement, voilà, ça part. On n'aurait pas forcément imaginé, en voyant un vieux cinéma, pouvoir avoir, in fine, un espace aussi vert, aussi accueillant. Des questions peut-être, puisqu'il y a peut-être des actions dans d'autres cités, et vous pourriez faire le rappel. Il y a un jeune homme qui est là, devant, sur la gauche, et le micro vole jusqu'à vous, en nous disant peut-être justement ce que vous faites dans la vie, et si c'est une question ou une remarque. On vous écoute avec attention. Bonjour, donc moi je suis responsable espace vert dans une commune à côté du Mans, en Sarthe. Moi c'est juste une question technique. Le sol, là vous êtes tombé sur une friche, un bâtiment détruit. Le sol il devait être mort, enfin il n'y avait rien. Donc comment vous avez géré la terre végétale à amener? Parce que là c'est conséquent, j'imagine. Oui, parce qu'il faut que le sol soit vivant. Oui, forcément. Tout à fait. Donc déjà, on n'a pas eu de mauvaise surprise. On a eu une petite mauvaise surprise, mais déjà la qualité du sol était plutôt bonne, dans le sens où il n'y avait pas de points chauds à dépolluer ou des hydrocarbures trop présents ou quoi. Donc on avait déjà un sol plutôt sain. Après, la parcelle est traversée par un biais de la fameuse rivière dont je parlais, le Furan. Donc il y a eu à consolider et à dévoyer une galerie de ce bief. Donc ça a été un petit sujet. Et après, effectivement, on a dû apporter la terre végétale en évitant cette ancienne galerie pour ne pas faire trop de poids, d'où également le cheminement réservé aux piétons. Donc oui, on a dû apporter la terre végétale nécessaire pour pouvoir planter à la fois la pelouse et les arbres qui le composent. Donc du coup, cet apport de terre, vous avez été la chercher très loin? En circuit court. Non, voilà. Circuit court, monsieur. Circuit court. Non, je plaisante. Oui, votre question. La terre a été... elle provient d'où? C'est ça la question, hein, en fait. Oui, parce qu'en fait, c'est un super projet. Hein, félicitations. Mais c'est souvent l'enjeu de la bonne terre végétale, terre de qualité, qui est compliqué pour des sites comme ça. Alors, du coup, elle a été, effectivement, on a dû, et ça a été un travail assez important parce qu'on a aussi un sol qui est, à Saint-Étienne, naturellement riche en arsenic, c'est pas de bêtises. Donc, il fallait un certain volume de terre, et je ne saurais plus dire où est-ce qu'on a trouvé la terre végétale, mais on a travaillé avec l'entreprise Espace Vert pour qu'elle soit nourrie avant dans un espace dédié, et quand elle fut implantée sur le site, qu'elle soit déjà suffisamment prête à être plantée.
Voilà. Mais on n'a pas eu de travail de circuit court, donc c'est-à-dire que la terre sur place a été nourrie. On a eu un apport extérieur de terre végétale. Après, globalement, c'est des réflexions qu'on porte actuellement. Alors, pas depuis, c'était pas le cas à l'époque de la consultation et de la réalisation du Jardin Eden, mais c'est des réflexions qu'on porte là depuis quelques années sur la création de technosols, soit des technosols faits avec des fines de carrière et puis de l'amendement, soit carrément des choses faites directement sur site avec un amendement des sols en place, avec notamment du compost. C'est des choses qu'on va tester notamment sur un site qui s'appelle le quartier Néron, pour lequel on a été en phase d'incubation pendant 3 ans dans le cadre des démonstrateurs de la ville durable et qu'on va mettre en réalisation là dès l'année prochaine. Donc c'est des choses qu'on expérimente. On n'a sans doute pas beaucoup d'avance par rapport à d'autres territoires, mais c'est des vraies préoccupations qu'on a de ne pas aller piller des espaces agricoles de leurs terres végétales pour venir renflouer la ville. Bien sûr, ce qui paraît effectivement assez cohérent. Monsieur a une... monsieur derrière aussi. Je croyais que vous faisiez coucou. Non, oui, non, coucou au passage, si ouais. vous voulez. Bonjour, Charles Dallara. Je suis adjoint à Saint-Étienne et donc j'ai la chance de travailler avec l'EPA depuis maintenant de nombreuses années. Effectivement, cet aménagement a montré tout le panel de ce que pouvait faire l'EPA. Tout à l'heure, vous posiez la question de comment on se vit le lieu, comment on fait vivre le lieu. L'EPA est aussi intervenu, si ça a été dit, je l'ai zappé, mais je ne crois pas, sur la redynamisation des commerces. Et donc, dans ces commerces, il y a un restaurant. Et ce restaurant fait venir du monde. C'était justement tout l'intérêt d'avoir un organisme comme l'EPA qui a tout porté en parfaite synergie avec la ville et aux attentes de la ville. Et donc, oui, je confirme, en tant qu'adjoint aux espaces verts et naturels, que cet espace vit bien et que c'est une très belle réussite. Et qu'est-ce qu'on a de la chance de bosser avec l'EPA. Merci. Vous auriez dû venir nous rejoindre ici et vous asseoir avec nous pour échanger. Non, c'est l'EPA prochaine qui a fait édition de mais Pays c'est Alliés, on vous l'EPA accueillera avec qui a grand fait plaisir. le boulot. Alors justement, pas le boulot des autres. Vous parliez de PA et bien encore quelques propos à tenir justement. Oui, il y avait quelques... Merci pour la transition, pour le coup. Quelques propos pour remettre le projet Eden dans le contexte. On a parlé assez largement de la présentation de l'espace public. Il faut savoir que le projet et la réalisation du jardin s'intègrent dans une réflexion, une intervention plus grande que j'évoquais au début dans les actions coordonnées, puisque en marge du jardin, au bord du jardin, nous avons également une intervention sur le Redville, puisque nous intervenons aujourd'hui sur 6 cellules commerciales, dont 4 sont aujourd'hui quasiment achevées. Vous en voyez 2, notamment un restaurant et une librairie spécialisée, qui pour certaines donnent directement sur le jardin. Et puis nous travaillons également sur la réhabilitation, comme je le disais, de logements, et pour le cas présent, de logements qui donnent également directement sur le jardin. Et c'est vraiment cette intervention globale qui fait du sens, qui donne du sens et qui fait, comme vous le posiez la question tout à l'heure, que cet espace est utilisé, parce que les gens ne viennent pas que pour le jardin, ils viennent aussi pour déjeuner, ils viennent aussi pour acheter des BD, ils viennent aussi pour acheter des plantes dans la jardinerie urbaine qui vient d'ouvrir. Voilà, c'est vraiment un ensemble complet et la démonstration de ce qui peut être fait à l'échelle d'un aménageur. C'est non seulement travailler ensemble, mais travailler dans une globalité et non pas effectivement sur un focus centralisé. C'est ça. Et pour finir, du coup, comme j'avais une dernière slide, mais oui, c'était pour dire que ce projet qui est complexe et qui est multithématique a été fait avec et pour la biodiversité, donc la faune, la flore, l'environnement qui permet à tout ça de se développer.
mais également avec l'humain, donc avec les habitants, avec les usagers, avec aussi, on l'a vu, hein, les commerces. Et c'est en ça, du coup, qu'on peut affirmer, parce que pour recoller avec le thème de la conférence et de la présentation, que la régénération urbaine de cet ensemble, c'est faite par et pour le vivant. Par et pour le vivant. Eh bien, j'aime bien cette formule, justement. Alors, très rapidement, puisque là, on arrive... Pardon ? Il y a toujours une question. Il vous reste 1 minute pour faire la question et pour la réponse. Bonjour. Moi, j'avais juste une question sur le côté financier. Je voulais savoir si vous aviez bénéficié de subventions ou n'importe quel financement pour réaliser ce projet. Parce que ça a dû jouer dans le choix entre garder les bâtiments pour faire de l'habitat qui aurait été plutôt rentable, plutôt que de faire un parc. Je voulais savoir si la décision avait été prise en fonction de ça aussi. Il y a 2 réponses à ça que je vais faire très rapide. La première, c'est que de réaliser un parc, il n'y a jamais d'équilibre d'opération. L'équilibre, c'est sur les bénéfices indirects. Et là, il y a vraiment énormément de bénéfices indirects, mais qui ne sont pas mesurables financièrement, en tout cas pas de manière assez simple. Et du coup, on est obligé d'absorber un déficit, mais c'est un réel parti pris, un réel choix. Ici, comme le disait Louise, on est à 200 mètres de la place de l'Hôtel de Ville, dans un secteur assez dense, assez minéral. Il n'y avait pas beaucoup de questions à se poser. Deuxième question, oui, on a été lauréat d'une subvention du Fonds vert sur l'axe renaturation. Tout à fait, de l'ordre de 270 000 euros, 267 précisément, mais qui est vraiment infime par rapport au coût global de l'opération. Il faut avoir en tête qu'entre les acquisitions, les travaux de démolition, plus l'aménagement et les études associées, voilà, on est très loin de l'équilibre financier atteint. C'est pour ça qu'on parlait de financement ce matin avec l'Europe. Et il pourrait aider dans ces projets-là pour qu'on ait plus d'aménagement de ce type-là. Mais je crois effectivement que ça fait bien partie aussi des actions et voilà, au niveau européen et en concertation avec toutes les villes. Et Egbert, justement, est avec nous dans le public. Et effectivement, c'est un peu les sujets qu'il avait évoqués ce matin. Effectivement, l'Europe est là, mais effectivement, voilà, il y a eu des comment dirais-je, des régulations qui ont été faites là récemment, et donc il faut le temps que ça se mette en place et que ça soit effectivement décidé au niveau européen. Je voudrais qu'on puisse remercier nos invités pour ce bel exemple, belle réalisation. À Saint-Étienne, le jardin Éden, merci beaucoup, puisque voilà, ensemble, on est plus fort. Et puis, voilà, dans la globalité, voilà ce que l'on arrive à réaliser. Merci infiniment. On se retrouve dans 10 minutes, un peu plus de 10 minutes, pour notre table ronde suivante, une ville plus saine, puisqu'on a parlé des villes plus vertes, plus fraîches. Oui, mais pour que ça fonctionne vraiment à 100%, eh bien, il faut que ça soit aussi une ville plus saine, que ce soit pour nous et pour la biodiversité. On se retrouve donc tout à l'heure avec les villes de Lyon, Helsinki, Utrecht, Saragosse. Voilà, on aura donc une vision au niveau européen. Merci à vous et à tout de suite.